Bien, donc en dernière demi-heure, on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a dit dans les questions, tout ce qui est apparu dans les questions que vous avez posées, ce à quoi ça nous amène, ce vers quoi je voudrais qu'on aille, et qui soit bien compris en tout cas, qui nous permette en tout cas de mieux percevoir ce qu'on entend par la vacuité, d'approcher petit à petit un petit peu cette idée-là. Il faut y aller pas à pas, bien sûr. Donc on a dit, quand on voit une chose unique, par exemple, comme une tasse, donc quand nous voyons une tasse, nous voyons une chose unique. Hein. Un bouquet de fleurs, une tasse, tout ça sont des choses uniques qui nous apparaissent, même si on sait qu'une tasse est composée d'une multitude de particules, hein, que c'est sa réalité. Malgré ça, nous continuons à voir la tasse comme une chose, comme une unicité, comme une chose unique, et non pas comme un amas de particules. Donc en fait, nous voyons une chose unique là où il y a une multiplicité de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons abstraction en fait de la réalité, hein, d'une certaine réalité de la tasse, pour ne voir en fait que ce que nous voulons voir. C'est un petit peu ça le problème. Notre perception, elle est dictée par notre attachement, hein, notre volonté de percevoir quelque chose et de laisser tout le reste de côté. Donc conceptuellement, nous opérons une sorte de synthèse, en fait, de tous les éléments, de toutes les composantes, et qui ramène toutes ces composantes à une seule chose. Donc cela montre qu'en fait, ce sont nos concepts qui dictent notre perception. Et donc, que même nos perceptions directes, visuelles, auditives, olfactives, elles ne sont pas le reflet complet de la réalité. Elles sont fausses. Elles ne sont pas fausses conventionnellement, mais dans une analyse ultime, elles sont fausses. Et cela montre aussi que la tasse, donc, bien sûr, n'existe pas en elle-même, qu'elle n'a pas d'existence propre, puisqu'elle est composée d'une multitude de particules, que ces particules, si on les analyse, elles n'existent pas non plus de manière intrinsèque, de manière propre, puisqu'elles sont elles aussi composées d'une multiplicité de particules, etc., 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 à l'infini. Donc, la question que les scientifiques se sont posées, c'était est-ce qu'il existe une particule élémentaire qui serait totalement indépendante? Est-ce qu'il existe une chose qui soit à l'origine du monde, à l'origine de tout ça, hein, la brique qui permette de construire tout le reste de l'édifice. Donc une particule élémentaire qui existerait, qui soit complètement indépendante. Et la réponse bouddhiste, c'est que même une particule élémentaire, en fait, elle reçoit sa nature et sa fonction d'autres choses. Hein. Ça peut être des charges électromagnétiques, ça peut être des interactions d'énergie, elles-mêmes qui dépendent d'autres interactions d'énergie, etc., etc. Donc, les logiciens se sont posé la question, est-ce qu'il existe une particule élémentaire insécable, c'est-à-dire qui soit le noyau de l'atome, par exemple, qui serait insécable, c'est-à-dire qui n'aurait pas de partie. Insécable, c'est-à-dire quelque chose qui n'aurait pas de partie. Un phénomène sans partie. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que c'est possible? Et la réponse, cette particule élémentaire insécable, sans partie, n'existe pas, puisque il y a forcément des côtés spatiaux. Hein, un côté nord, un côté est, un côté sud, un côté ouest. Et ça peut être considéré comme des parties. Il ne peut pas y avoir une particule qui n'ait pas de partie, d'après les logiciens bouddhistes, comme Dharmakirti. Donc, en fait, que tous les phénomènes sont composés, tous les phénomènes qui existent, en fait, sont composés de toutes sortes de particules, et que, en fait, quelque part, ce sont un peu nos pensées qui créent le monde.
d'après ce qu'on peut voir, d'après ça, nos pensées conceptuelles qui nous font évoluer dans le monde. Donc notre esprit, en fait, serait comme une espèce de magicien qui crée des choses complètement illusoires auxquelles il adhère totalement, en les faisant passer pour réelles. Et par exemple, dans le cas du son de la forêt, dans la forêt, s'il n'y a personne pour l'entendre, peut-on encore parler d'un son? Y a-t-il un son s'il n'y a personne pour l'entendre? Ou si les gens n'ont pas d'ouïe? Si les gens n'ont pas d'ouïe, personne n'entend de son. Il n'y a donc pas de son. Qu'est-ce qui crée le son? C'est la pensée. On dit que le son se déplace dans l'air, mais est-ce que c'est vraiment le son qui se déplace ou c'est quelque chose que nous appelons le son qui se déplace? Donc peut-être qu'en fait, on donne simplement le nom de l'effet à la cause. L'effet, c'est-à-dire le son, qui serait donné à l'une de ces causes, en tout cas. Il y a des causes multiples. Un phénomène n'a pas qu'une cause. On a tendance à croire aussi qu'un phénomène, un effet, dépend d'une seule cause. Non, il dépend d'une multiplicité de causes. Donc peut-être qu'on donne simplement le nom de l'effet, le nom son, à l'une de ces causes, comme par exemple un mouvement d'air. Donc ça montre que notre idée de l'existence des choses est fondée complètement sur des hypothèses, des suppositions, des a priori. On n'a aucune certitude, en fait. On n'a aucune certitude. On croit à une certaine existence et on évite en général de la remettre en question. Et donc, en fait, ces suppositions que l'on a, ces a priori, sur quoi est-ce qu'ils reposent? Essentiellement sur notre utilisation du langage. Mais est-ce que le sens des mots, est-ce qu'il reflète vraiment la réalité des choses que l'on nomme? Ou s'agit-il simplement d'une forme de conformisme qui s'adapte à des règles linguistiques d'un groupe particulier? Par exemple, c'est ce qui se passe si on prend le mot pays, par exemple. Un pays, quand on parle d'un pays. Un pays, qu'est-ce que c'est un pays? Par exemple, quelqu'un qui se dit patriote, qu'est-ce que c'est un patriote? C'est quelqu'un qui va avoir tendance à défendre sa propre patrie, son pays, d'après ce qu'il conçoit comme étant son pays. Et sur quoi est basée cette réalité du pays? En fait, sur des parties, quoi. Les parties, c'est quoi les parties d'un pays? C'est ses frontières, on va dire. C'est ses frontières. Ces frontières, est-ce qu'elles sont réelles? Elles ont l'air complètement réelles parce qu'on les utilise, mais en fait, elles ne sont pas vraiment. C'est des créations mentales, complètement. Et si vous dites que vous vivez en France, par exemple, vous adoptez cette réalité, une réalité qui n'en est pas vraiment une, si on veut vraiment. Vous concevez une localisation par rapport à d'autres territoires, si vous voulez, par rapport à un territoire qui se trouve de ce côté ou de l'autre côté de la frontière par rapport à vos propres suppositions, à votre propre idée de ce que c'est que la frontière ou de ce qui est considéré sur les cartes comme étant la frontière. Si la frontière existait, les oiseaux devraient pouvoir la voir. Or, ils passent d'un côté comme de l'autre sans se poser la question si la frontière existe. Ils ne font aucune différence entre un côté ou l'autre. Donc, que cette frontière n'existe pas intrinsèquement. Et les pays non plus, le terme de pays n'a pas non plus une réalité intrinsèque. C'est purement conceptuel. Donc, si la frontière était quelque chose de concret, elle devrait exister dans le sol, elle devrait exister dans l'eau, elle devrait exister dans l'air. Et pour la déplacer, il faudrait déplacer la Terre, il faudrait faire plein de choses, en tout cas déplacer la Terre, c'est sûr. Et alors qu'en fait, pour changer la frontière, il suffit de changer les mots.
Il suffit de changer les mots, ou des mots ou des nombres sur des cartes, sur des documents, ou changer des lignes sur des cartes. C'est tout. Donc ça montre qu'en fait, toute la réalité que nous l'accordons par l'intermédiaire de nos pensées. Nous avons donc la faculté, en fait, de créer des choses avec nos pensées, avec notre esprit, si vous voulez, puis de croire que ces choses existent concrètement, telles que nous les percevons, et devenir un farouche patriote par rapport à cette idée que nous avons de la patrie, par exemple. Donc tout ça, c'est exactement la même chose avec le jeu. Quand vous dites, par exemple, je suis assis ici, sur ce coussin. Okay. Est-ce que vous seriez assis si vous n'y pensiez pas? Est-ce que vous seriez assis si vous n'y pensiez pas? Alors, il n'y a pas de micro, ça va. Si je ne pensais pas, je suis assis ici sur ce coussin, est-ce que je serais assis sur ce coussin? Difficile à dire, non? C'est la question qu'il faut se poser. J'aimerais qu'on fasse une méditation par rapport à ça, par rapport à cette idée du... Essayer de trouver ce je qui est assis sur le coussin. Ça va être l'objet qu'il va falloir réfuter, justement. Alors, pensez tous, je suis assis. Pensez fort, hein, dans votre tête, je suis assis ici, sur la chaise, sur le coussin, je suis assis ici. Donc, quand vous dites, quand vous pensez vraiment à vous, hein, qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous n'êtes pas un personnage de fiction, hein. Vous êtes un personnage réel, vous êtes une personne réelle. C'est comme ça qu'on s'appréhende, comme quelqu'un de réel. On ne s'appréhende pas comme un personnage dans un livre. Hein. Donc j'existe. Hein. Pensez, j'existe. Okay. Je suis réel. Pourquoi je suis réel? Parce que j'accomplis des fonctions. Je parle, je marche, voilà, je m'assois. Je fais toutes sortes de choses par moi-même. Donc, si je fais toutes sortes de choses par moi-même, je suis réel. Ok? Sentez bien ce jeu qui est réel. Maintenant, posez-vous la question, à qui est ce corps qui est assis? Et quand vous pensez, hein, je suis assis, est-ce que c'est votre corps qui est assis? Quand vous pensez ça, quand vous dites je suis assis, qu'est-ce que vous voyez? À quoi vous pensez? Est-ce que vous pensez, c'est mon corps qui est assis? Est-ce que vous pensez que c'est votre corps ou est-ce que c'est le corps de quelqu'un d'autre? Apparemment, vous pensez que c'est votre corps, hein, que ce corps vous appartient. Donc, est-ce que ce corps vous appartient? Est-ce que votre corps vous appartient? Apparemment, oui. Hein. Vous n'êtes pas l'esclave de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est votre corps qui est assis ou bien est-ce que c'est vous qui êtes assis? Est-ce que c'est votre corps qui est assis ou est-ce que c'est vous qui êtes assis? Ou bien vous et votre corps sont
complètement identiques. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça vous apparaît comme ça, hein? Est-ce que votre corps et vous-même vous apparaissent comme étant la même chose, comme étant identiques? Ou alors, si le corps est assis, et si vous êtes assis aussi, est-ce qu'il y a deux choses qui sont assises, ou est-ce qu'il n'y en a qu'une? En général, quand vous pensez « je suis assis », vous ne pensez qu'à une chose qui est assise. Vous ne pensez jamais qu'il y a deux choses assises. Donc vous êtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, conceptuellement, vous vous identifiez à votre corps, que vous êtes identique à votre corps. Je vous rappelle que identique veut dire qu'il n'y a pas de différence, que c'est la même chose, c'est une chose unique. Vous êtes votre corps, puisque vous dites « je suis assis ». C'en est la preuve. Alors, est-ce que vous êtes uniquement votre corps? Si vous êtes uniquement votre corps, alors les expressions « j'ai un corps » et « le corps a un corps » ont exactement le même sens. Et donc, ce n'est pas le cas. Parce que quand vous pensez à vous et quand vous pensez à votre corps, vous pensez à deux choses différentes. Et pourtant, il n'y a qu'une chose qui est assise. Il n'y en a pas deux. Donc si le je, le moi, était vraiment réel, hein, s'il avait une existence réelle, s'il existait véritablement comme un objet réel, il devrait être soit identique au corps, soit il y aurait deux choses distinctes qui sont assises. Est-ce qu'il y a une troisième possibilité? Troisième possibilité, ce serait peut-être que vous êtes assis et pas votre corps. Que vous seriez complètement indépendant de votre corps. Ben, ça ne marche pas non plus. Parce que ce n'est pas ça que vous ne considérez pas comme complètement indépendant de votre corps. Sinon, vous ne seriez pas fatigué, vous ne vous asseyeriez pas. Donc la seule possibilité qu'on ait que deux choses puissent être assises en même temps, c'est que l'une d'elles est une fabrication mentale. Conclusion. Je pense que je suis assis alors que c'est le corps qui est assis. Donc le je est simplement désigné ou imaginé, si vous voulez, sur le corps, sur les agrégats, le corps ici. En fonction de quoi? En fonction de la position du corps. Ce je est simplement désigné sur le corps, sur des agrégats. Et ce je simplement désigné sur les agrégats existe. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe, mais simplement désigné sur les agrégats. Mais ce n'est pas comme ça qu'il nous apparaît. Il nous apparaît comme existant
de lui-même, par lui-même, intrinsèquement, comme un, complètement isolé, alors qu'il n'est qu'une simple désignation sur les agrégats, sur le corps, sur l'esprit. Mais il nous apparaît comme étant beaucoup plus réel que ça, beaucoup plus concret. Puisque toute la journée, en fait, on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ce jeu, qu'à ce moi. Toute la journée. Toutes nos pensées. Plus ou moins, en tout cas. Donc c'est vraiment quelque chose de très réel pour nous, de très concret, qui existe vraiment, qui existe indépendamment de tout. Alors que c'est une simple désignation. Donc il y a un jeu qui n'existe, il y a un jeu qui existe et il y a un jeu qui n'existe pas. Le jeu qui existe, c'est le jeu simplement désigné. Et le jeu qui n'existe pas, c'est celui qui semble réel dans des situations où, par exemple, nous avons des problèmes, par exemple, où émotionnellement, elles sont très chargées par la colère, par l'attachement, par la jalousie, par plein d'émotions perturbatrices. Et là, il y a un jeu très, très, très solide qui apparaît au milieu de la poitrine, là. Quand on a peur, quand on nous insulte, quand on nous frappe, quand on nous blesse psychologiquement, quand on nous agresse, quand on fait mine de nous agresser, quand on nous critique, quand on nous admire. Vous voyez apparaître ce jeu à ce moment-là d'une manière très, 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 très vive, très, très, très forte. Et ce jeu, il ne semble pas simplement désigné sur les agrégats. Il semble complètement réel, complètement présent. Pas du tout imputé ou désigné par la pensée. Il semble exister de lui-même. C'est ça qu'il nous faut trouver. C'est ce jeu-là qui va nous falloir réfuter. Pas le jeu simplement désigné. Celui qui dit « je suis assis sur le coussin », qui est simplement désigné sur le corps. C'est le jeu qui nous semble être beaucoup plus qu'une simple construction mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeu, un objet qui n'existe pas, peut apparaître comme si sa présence venait simplement du fait qu'il nous apparaît. Sa réalité. Un objet peut nous apparaître alors qu'il est simplement créé par des mots ou par des pensées, comme un personnage de fiction. Est-ce que Astérix existe? Il semble exister. Il a une fonction, il a une localisation, il a un aspect, il a une forme, il parle, il s'exprime. C'est un pur personnage de fiction qui est créé par un auteur, qui lui a donné un nom, qui lui a donné plein de qualités, de la force, etc., qui lui a donné plein d'éléments, plein de composantes qui ont l'air de le faire exister, mais il n'existe que par l'intermédiaire des mots et du langage. Donc la conclusion, c'est de voir que nous avons la fâcheuse tendance à croire que les objets existent de par eux-mêmes,
parce que c'est comme ça qu'on les perçoit, parce que c'est comme ça qu'ils nous apparaissent et qu'on y croit. Mais quand nous les analysons, nous voyons qu'ils n'ont jamais existé de cette manière. Donc vous pouvez croire à un vrai moi, à lui donner un nom, vous pouvez en faire l'agent de toutes sortes d'activités, de toutes sortes de pensées, vous pouvez lui inventer une histoire, mais ce moi n'a jamais vraiment existé. C'est ce que dit le Bouddha, en tout cas. Il dit que le Bouddha dit que notre moi, ce que nous prenons pour notre personne, notre individualité, n'a jamais vraiment existé. Même pas une toute petite partie. Ce n'est pas une chose concrète, mais une création mentale. Donc, puisque c'est une création mentale, il n'a qu'une existence, il a une existence, mais simplement nominale, établie par les conventions du langage, selon des règles arbitraires. Il est là, il apparaît, il a des qualités, il semble accomplir des fonctions, mais des fonctions qu'on lui attribue conceptuellement. Ce jeu, en fait, ne nous apparaît pas de sa propre existence, du fait de sa propre existence. Comme un personnage de fiction, créé par les mots, créé par la pensée de son auteur. Donc notre esprit est un magicien qui crée un monde imaginaire. Il nous fait croire qu'il est réel. Donc c'est pas la peine d'aller au cinéma. Il suffit de regarder notre esprit pour vraiment voir tout ce spectacle divertissant. Donc on va arrêter cette méditation analytique et on va la dédier l'énergie qu'on a mis aujourd'hui, tous les efforts qu'on a fait aujourd'hui pour essayer de comprendre de plus près ce que c'était la vacuité. Nous allons la dédier pour tous les êtres, justement, pour que nous puissions tous accéder à cet état où nous percevons la réalité des choses telles qu'elles sont, sans nous tromper, sans être trompés par nos perceptions. Donc on va prendre dans le livret des compilations de l'Institut, les dédicaces qui sont à la page 19, ou ça dépend des livres. 16, pardon, ouais, la page 16. Et dédié donc cette énergie, ces mérites, hein, quand on a créé des mérites, en ayant déjà une bonne motivation pour faire ça. Nous avons ensuite réfléchi, médité, et nous avons donc accompli des actions positives qu'on va dédier de manière positive, en pensant que le je, la personne qui les dédie, n'a pas d'existence propre, ni l'action de dédier, tout ce qu'on a fait n'a pas d'existence propre. Et ce pour quoi on le dédie, l'éveil, les êtres, tout ça, n'ont pas non plus d'existence propre. Donc, en toute activité, pour que nos activités soient vraiment imprégnées par la vacuité, il faut voir que le sujet, l'action et l'objet sont vides d'existence, n'existent que les uns par rapport aux autres. S'il n'y a pas de sujet, il ne peut pas y avoir d'objet. Hein. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet non plus. Et entre les deux, il n'y a pas d'action. Donc si on peut vraiment se concentrer sur cette absence d'existence intrinsèque, c'est formidable. Parce que c'est la véritable dédicace qui est faite donc avec l'esprit de la vacuité. Gewa di nyu da la
sangye drangyo drawa chikyang malpam teyi sala gapacho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho Semcho Rinpoche Makye Panam Kye Gyochi Kye Panyam Pame Payam Gone Gondo Palwasho Tonye Tawa Rinpoche Makye Panam Kye Gyochi Kye Panyam Pame Payam Gone Gondo Palwajum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure, être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, votre réflexion et vos questions. Ce soir, donc, nous allons faire la pratique de ce qu'on appelle l'amachepa, la pratique d'offrande au maître spirituel. Donc, quand on fait ces pratiques, justement, c'est pour demander la bénédiction du maître spirituel qui nous accorde les réalisations qui sont dans son esprit. Et donc, on se relie donc à lui de cette façon, en lui offrant tout ce que l'on peut avoir de bien à notre disposition, sous forme d'offrande. Et en échange, on espère qu'il ouvre notre cœur et notre esprit à toutes les réalisations de la voie bouddhiste, aussi bien donc le renoncement, la bodhicitta et la vue de la vacuité. Voilà, donc c'est une très belle pratique. Et bon, après, il y a différentes phases dedans qu'on n'est pas... Il faut avoir reçu des instructions ou des commentaires dessus, mais simplement le fait d'être là et puis de se laisser porter par les chants, par le texte, par la présence ici. On peut simplement méditer sur la respiration, si on veut, sur le souffle, juste être présent, être ouvert à cette énergie, et ça amène déjà une bonne énergie, une forme de grâce, on va dire, et qui nous rapproche de l'éveil. Voilà, si on est ouvert à cette dimension. Voilà, à tout à l'heure.